Bonsoir tout le monde. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois euh, au sujet d'une autre séance de procédure pénale. Espérons que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et donc, bienvenue à cette nouvelle séance de procédure pénale. Je rappelle, avant d'entamer le sujet et le thème de cette séance, je dois faire un petit rappel comme ça pour faire le lien avec ce qu'on a vu auparavant, pendant la séance précédente. Et donc, pendant la séance précédente, avant donc entamer l'axe concernant les actions qui résultent et qui naissent de l'infraction, de la commission d'une infraction. Donc, on a étudié la notion et les notions générales concernant, bien sûr, ces actions, à savoir la définition des actions, l'historique des actions civiles et publiques, et aussi on a étudié le rapport entre les deux actions, de point de vue donc rapport de point de vue prééminence de l'action publique et aussi conséquence de cette prééminence. Et on a dit qu'il résulte du rapport entre l'action publique et l'action civile deux conséquences importantes. Premièrement, ce qu'on a appelé auparavant le sursis à statuer, c'est-à-dire l'expression qui est, ou bien qu'on peut dire d'une autre façon, le criminel tient le civil en l'état, et aussi deuxième conséquence, à savoir la force, le principe de la force de la chose jugée, c'est-à-dire donc l'autorité du jugement ou bien de l'arrêt public, de l'arrêt concernant l'action publique sur le jugement civil, le jugement répressif sur le jugement civil. On a commencé après l'étude des sujets de l'action publique. Donc, en entamant l'étude de l'action publique, premièrement, on a étudié les sujets de l'action, de cette action. On a commencé par les sujets actifs, ce qu'on appelle les sujets actifs, c'est-à-dire d'une autre expression, ou bien autrement dit, les défendeurs de l'action publique. Ceux qui défendent l'action publique, et on a parlé de deux types. Il s'agit bien entendu de personnes, mais deux types de personnes, à savoir les personnes physiques, qu'ils soient donc poursuivis comme étant auteurs, pardon, auteurs ou co-auteurs ou bien complices. Et aussi, on a l'autre type du sujet passif et de personnes défendeurs de l'action publique, notamment c'est la personne ou bien les personnes morales. D'accord? Donc voilà ce qu'on a vu pendant la séance précédente. Maintenant, on continue toujours l'étude des sujets de l'action publique et on passe au traitement et à l'analyse des sujets actifs. D'accord? On va aborder maintenant dans cette séance les sujets actifs de l'action publique pour finir donc cette partie des sujets de l'action publique et après passer au mécanisme, disons, d'exercice de l'action publique, donc l'exercice de l'action publique. Alors, commençons par les sujets actifs de l'action publique. Est-ce que ça va concernant le son, ça marche bien? Vous m'entendez bien? Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Très bien, oui, monsieur. Oui, on vous entend. Monsieur Djamali,
c'est bon, ça marche? Oui, monsieur, ça Est-ce que marche. ça marche? Oui, ça marche, monsieur. Très bien, très bien, très bien. Alors, les sujets actifs de l'action publique. Donc, on entend par sujet actif de l'action publique les parties demandeurs de l'action publique. Donc, on a deux parties qui interviennent dans l'action publique, à savoir les défendeurs, ceux qui défendent ou bien ceux contre lesquels l'action publique est portée. Et on a ceux qui portent et qui mettent en mouvement l'action publique et qui l'exercent. On les appelle aussi les demandeurs de l'action publique. Donc, les demandeurs de l'action publique, ce sont des sujets actifs de cette action publique. Alors, vous savez que, bien sûr, la société ne peut exercer par elle-même bien cette action publique, puisque c'est elle qui défend l'intérêt public à travers cette action-là. Et donc, du moment qu'elle ne peut pas l'exercer, puisque c'est une institution, disons, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît, désactiver vos micros? Monsieur Abdoulaye? Donc, je viens de dire que la société ne peut pas exercer en elle-même, bien sûr, en tant qu'institution, donc en elle-même l'action publique. Et c'est pour cela qu'on a accordé, surtout dans le système juridique latin, au ministère public, cette autorité de représenter la société et ce pouvoir de représenter la société dans la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique et aussi la défense de l'intérêt public. Voilà. Donc, on a le ministère comme demandeur de l'action publique, comme représentant de l'État, de la société et défendeur de l'intérêt public. On a aussi une autre partie, un autre sujet demandeur de l'action publique, à savoir la partie lésée, c'est-à-dire la victime de l'infraction, la personne qui a subi l'infraction contre laquelle l'action est commise. Et on a aussi des fonctionnaires, d'accord, qui représentent des administrations auxquelles la loi a confié, a accordé ce pouvoir de mettre au mouvement, on va le voir tout à l'heure, Inch'Allah, sans exercer l'action publique. Tout cela, vous le trouvez donc dans l'article 3 du Code de procédure pénale. Alors, on va lire rapidement l'article 3 du Code de procédure pénale pour bien comprendre ce point. Donc, une minute, s'il vous plaît. Alors, l'article 3 du Code de procédure pénale dispose que l'action publique, deuxième alinéa, l'action publique est mise en mouvement et exercée par les magistrats du ministère public. Elle peut aussi être mise en mouvement par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Elle peut être mise en mouvement par partie lésée dans les conditions déterminées par le présent code. Donc, voilà les parties qui ont donc le pouvoir de mettre en mouvement et en quelque sorte pour le ministère public d'exercer, comme on va voir tout à l'heure, d'exercer cette action publique, ou bien les parties qu'on peut appeler demandeurs de l'action, ou bien sujets actifs de cette action publique. On va commencer par le ministre public. Alors, vous savez que représente la société, bien sûr, dans le procès pénal. Oui, c'est la mise en mouvement. L'exercice, c'est le mumarasa. D'accord. On va y revenir, d'accord. On va détailler ce point-là.
Le ministère public, je viens de dire qu'elle représente la société, bien sûr, dans le procès pénal, vis-à-vis de l'auteur de l'infraction ou bien de la personne donc poursuivie pour avoir commis cette infraction. Elle est bien sûr défenderesse, c'est-à-dire c'est elle qui défend, qui a donc cette autorité de défendre cette fonction de défendre l'intérêt public ou bien l'intérêt général. Donc, elle joue un rôle principal. Le ministère public, elle joue un rôle principal, voire fondamental dans le procès pénal. Elle est toujours présente dans ce procès pénal, donc elle est présente tout au long, c'est-à-dire tous les que donc traverse ce procès pénal. D'accord? Et elle est toujours représentée dans ce procès pénal et tout au long de ces étapes. Sous peine, bien sûr, de nullité. C'est-à-dire, si on a un procès pénal qui n'a pas, dans lequel le ministère public n'a pas été donc représenté ou bien présente, eh bien, dans ce cas-là, la conséquence sera la nullité de toutes les procédures liées à ce procès pénal. Donc, je répète en disant que le ministère public, elle est toujours présente tout au long du procès pénal sous peine de nullité, c'est-à-dire l'absence entraîne la nullité des procédures et aussi du procès. On va voir donc en étudiant le ministère public comme sujet actif, donc la question de l'organisation, comment ce ministère public est organisé, comment elle est représentée au niveau du territoire marocain, au niveau de l'organisation judiciaire, Tandim al-Qada'i, et on va voir les fonctions du ministère public. D'accord? Commençons par donc l'organisation du ministère public. D'accord? Alors, premièrement, il faut rappeler que le ministère public, avant 2017 exactement, faisait partie, ou bien était président ministre de la Justice au Maroc. On avait, avant 2017, à partir, c'est l'année de la promulgation de la loi 17, donc cette loi qui a transféré les fonctions et aussi les pouvoirs du ministère de la présidence du ministère public, du ministre de la justice au procureur général du roi près la cour de cassation. Donc, avant 2017, et à cause des dispositions de la nouvelle constitution et le débat qui l'a accompagné, donc, le ministère public ne devient, à partir de 2017, présidé par le ministre de la Justice. On a un nouveau président du ministère public au Maroc, c'est le procureur général du roi près la cour de cassation. Ça s'inscrit dans le contexte de la consécration, l'indépendance du ministère public vis-à-vis du gouvernement, voire exécutif. D'accord? Mais à partir de l'entrée en vigueur de cette loi, la loi 1733, le ministère public est donc présidé par le procureur général du roi près la cour de cassation. D'accord?
ce ministère public qui forme. On ne parle pas d'un juge, d'un seul juge, comme c'est le cas du juge de fond, c'est-à-dire le juge qui statue, yani qadi al-hukm. Non, le ministère public a un statut, a des caractères qui le distinguent du juge donc siégeant et de fond. Il est représenté, elle constitue, comme je viens de vous le dire, elle constitue un corps uni qui comporte plusieurs éléments sur trois, au moins sur trois niveaux. D'accord? On va voir la représentation du ministère public près la Cour de cassation, aussi au niveau de la Cour d'appel, Mahkamat al-Istinaf, et aussi au niveau du TPI, c'est-à-dire Tribunal de première instance. Alors, au niveau de la Cour de cassation, le ministère public, ou bien le parquet, on l'appelle aussi le parquet, est représenté dans cette Cour de cassation, Mahkamat al-Naqd, par le premier, donc par le procureur général du roi, près cette cour, comme étant le président de ce corps, c'est-à-dire du ministère public. Il est assisté donc au sein de ce tribunal, qui est un tribunal de droit, pas de fait. Il est assisté par des avocats généraux, d'accord? Muhamoun, Amoun. Donc, on a le procureur général du roi près la cour de cassation, assisté par des avocats généraux. Donc, la composition au niveau de la cour de cassation, elle est faite par le procureur général du roi près cette cour-là, comme donc président du ministère public et aussi donc chef du ministère public au sein de ce tribunal. Et on a ce procureur qui est procureur général du roi, qui est Mohamed Al-Am. Je tiens à rappeler rapidement donc approfondie par ce problème soulève beaucoup de problématiques, surtout actuellement, puisque la question n'est pas tranchée. En attendant donc la promulgation d'une nouvelle loi de procédure pénale, une nouvelle loi de procédure pénale, donc remplacer cette loi, Inch'Allah, espérons-le. Donc, le procureur du roi conduit l'exécution de la politique criminelle. Donc, parmi les fonctions qu'il assure, en plus de la présidence du ministère public, en plus du fait qu'il est président du ministère public, il a aussi la conduite de la politique criminelle. Et ça vous rappelle quelque chose quand même. On a vu donc la définition de la politique criminelle en matière de criminologie en semestre 5, n'est-ce pas? On dit que la politique criminelle, on peut la définir comme l'ensemble des stratégies prises ou bien mises en place et politiques aussi mises en place par l'État en général, sans rentrer dans le détail, pour lutter contre la criminalité et la prévenir. On peut aussi définir la politique criminelle comme donc l'organisation de la lutte. On a dit que la politique criminelle est définie comme étant l'organisation de la lutte contre la criminalité, c'est-à-dire oui, très bien. Oui, monsieur Abdelaziz Abdelhadi, lutter de façon organisée. Organiser la réaction de l'État vis-à-vis de l'infraction générale ou bien du phénomène criminel en général.
Donc, le procureur général du roi près la Cour de cassation et en sa qualité de président du ministère public au niveau national, il a cette donc fonction de conduire. Yushrifu ala tanfid, l'exécution, c'est-à-dire c'est lui qui donc comment dirais-je qui harmonise donc qui coordonne cette réaction et ou bien l'exécution qui coordonne l'exécution, oui très bien, de la politique criminelle. Il y a des questions qui se posent et qui ne sont pas jusqu'à présent clarifiées par la loi. Parmi ces questions qui se posent, donc, quel rapport entre le ministère de la Justice et le procureur général du roi concernant cette lutte contre la criminalité ou bien et aussi la conduite de la politique criminelle? On a aussi la question de qui met en place cette politique. Est-ce que le pouvoir exécutif, le Hukuma, ou bien le législateur? La Cour, donc, le Mahkama ad-Dusturiya, la Cour constitutionnelle marocaine, dans un arrêt rendu par elle en 2016, si je me trompe pas, si je me rappelle bien, a rendu un arrêt qui disait que c'est au pouvoir législatif, c'est-à-dire Sulta Tishri'iyya, c'est le Parlement qui met en place ou bien qui prépare yu'iddu cette politique criminelle. En tout cas, ce sont des questions qui ne sont pas encore tranchées, mais je vous les ai dit et rappelé à titre bien sûr donc de rappel et pour avoir un aperçu général et une idée sur cette question-là. Donc, voilà la composition du ministère public au niveau de la Cour de cassation. La Cour d'appel, le ministère public est représenté premièrement par le procureur du roi, le procureur général du roi près cette cour. Donc, al-Wakil Am li al-Malik. Donc, comme étant le chef du ministère public, du parquet au niveau, disons, donc régional. D'accord? Donc, elle est représentée par le procureur général du roi en sa qualité de chef du ministère public, notamment du parquet, et aussi en sa personne, d'accord? Et oui, représenté par ses substituts, d'accord? Donc, le ministère public est représenté à la cour d'appel par le procureur général du roi, Al-Wakil Am Lil Malik, en sa qualité de chef, bien sûr, du ministère public et en sa personne comme membre du ministère public, d'accord? Et par ses substituts. L'article 48 du Code de procédure pénale. Ça, c'est l'organisation du ministère public au niveau, disons, régional, c'est-à-dire au niveau des cours d'appel. On a aussi le ministère public présente au niveau des TPI, c'est-à-dire les tribunaux de première instance. Elle est représentée, ce corps, cette institution qui est le ministère public, elle est représentée par le procureur du roi, Wakil Malik, et en sa personne, bien sûr, ou bien par ses substituts. Donc, le ministère public, elle est représentée au niveau du tribunal de première instance par le procureur du roi, en sa qualité disons, de chef de ministère public au niveau local, c'est-à-dire au niveau du territoire relevant du pouvoir de ce tribunal de première instance,
et aussi par ses substituts. Elle est aussi représentée par les substituts, Nouab, Al-Wakil, Al-Malik. Donc voilà, vous voyez que le ministère public, elle est représentée au niveau de la cour de cassation, c'est-à-dire au plus haut de cette structure, de ce corps-là, et au plus haut degré de l'organisation judiciaire qui est donc représentée par la Cour de cassation, et en plus bas on trouve elle est aussi représentée au niveau des tribunaux de première instance, TPI, d'accord, ou bien TP1, TPI, oui. Donc voilà l'organisation du ministère public. Je tiens à rappeler que le ministère public, comme je viens de dire, elle est présente toujours au cours et tout au long du procès pénal. C'est bon? Voilà. Donc ça, c'est l'organisation du ministère public. On passe maintenant au caractère. Je dirais que le ministère public n'est pas comme les juridictions de fond ou bien le juge siégeant يعني القضاء الجالس ou bien le juge du fond قضاء الحكم. Elle est tout à fait différente. Elle est caractérisée par plusieurs aspects qui la distinguent des autres parties constituant ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire, d'accord, as-sulta al-qada'iyya. Quoique elle fait partie de ce pouvoir judiciaire, as-sulta al-qada'iyya, qui est venu actuellement et à travers grâce à la constitution, à la nouvelle constitution du Maroc datant de 2011. Donc ce pouvoir, il est élevé au rang d'un pouvoir constitutionnel, comme les autres pouvoirs, à savoir le pouvoir exécutif et aussi le pouvoir législatif. D'accord? Donc le ministère public a des caractères qui la distinguent des autres, donc surtout des juges de fond. Puisque on ne parle pas d'une seule personne, d'un seul juge, on ne parle pas d'un juge du ministère public, mais on parle d'un corps. Il s'agit d'un corps, d'une institution qui comporte plusieurs éléments, d'accord? Et ces éléments sont liés entre eux par des rapports, par des liens et aussi des attributions bien déterminées par la loi. Donc, ce corps, il ressemble à une pyramide, haram. En haut, on trouve le chef du ministère public qui est le procureur général après la Cour en sa qualité de président du ministère public. Et en bas de cette on trouve les membres du ministère public exerçant au niveau du tribunal de première instance. Donc, je passe directement aux caractéristiques du ministère public. Le ministère public, elle a plusieurs caractéristiques. Elle est caractérisée par sa qualité de l'unité, de l'irrécusabilité, l'irresponsabilité, la hiérarchisation, si vous voulez, ou bien le caractère hiérarchisé du ministère public, son indépendance et aussi son indivisibilité. Je vais donc expliquer chacune de ces caractères. Commençons par l'unité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le caractère de l'unité du ministère public? Eh bien, on entend par ça que le ministère public, comme je disais tout à l'heure, forme un corps uni. يعني تشكل وحدة أو لا جسما موحدا en arabe, d'accord? C'est l'occasion aussi pour nos chers étudiants africains d'apprendre l'arabe. Donc, de temps en temps, je vais lancer quelques mots en arabe pour, bien sûr, s'adapter, aussi pour faire le lien et donc
savoir ce qui correspond en arabe en ce qui concerne ces termes qu'on utilise dans notre cours. Donc, le ministère public forme un corps uni, c'est-à-dire que tous les membres du ministère public appartiennent à ce corps, ils représentent ce corps-là. Donc, il y a un corps qui est composé de plusieurs membres, d'accord, ou bien éléments. Et donc, les membres du ministère public ne sont pas indépendants les uns des autres, d'accord? Ils sont unis. Et aussi, ils ne sont pas indépendants vis-à-vis de leur corps. Tout membre du ministère public, qu'il soit le procureur général du roi, ou bien ses substituts, le procureur du roi, ou bien ses substituts, donc ils ne sont pas indépendants vis-à-vis de ce corps uni et de cette institution qu'on appelle le ministère public. Voilà ce qu'on entend par l'unité. On a aussi le ministère public revêt un caractère d'indivisibilité, donc elle est indivisible. Ça veut dire que l'indivisibilité veut dire que les membres de ce ministère public, ce parquet, ils sont interchangeables. On ne peut pas les diviser, ou bien on ne peut pas les séparer. Et chaque membre de ce corps-là représente le corps entier, d'accord? Il n'agit pas en qualité, en sa personne, mais il agit comme représentant de ce corps-là qui est le ministère public. C'est pour cela que vous trouvez dans des écrits en arabe Mumattil an-niyab al-amma, et aussi dans des procès qu'on présente à la télévision, par exemple, vous entendez le président de la cour qui dit je donne la parole au représentant du ministère public. C'est-à-dire que cette personne-là, ce n'est pas un juge indépendant, et on va voir les conséquences qui en résultent, mais c'est un juge qui représente ce corps-là, qui défend l'intérêt public. C'est pas le juge qui défend l'intérêt public, mais il agit en étant représentant le ministère public qui défend l'intérêt public. D'accord? Donc, l'indivisibilité veut dire aussi que les membres et ça c'est comme conséquence de cette qualité, les membres sont interchangeables. Ça veut dire quoi, interchangeable? C'est-à-dire que chaque membre peut remplacer un autre membre à tout moment, d'accord? À tout moment et tout au long du procès, d'accord? C'est-à-dire que ils peuvent se remplacer, les membres du ministère public peuvent se remplacer à tout instant, y compris au cours du déroulement d'une instance, d'accord? À la différence, bien sûr, bien évidemment, les magistrats du siège ne sont pas interchangeables. Si, par exemple, un magistrat siégeant est absent, on ne peut pas, est absent pendant une audience déterminée, on ne peut pas le représenter par un autre magistrat du siège. D'accord? Il faut reporter cette audience, sinon si on n'arrive pas à ou bien il y a un empêchement définitif qui empêche cette personne de revenir et de participer à l'audience, eh bien on doit refaire le procès, d'accord? On refait le procès. On ne peut pas le représenter. Ça, c'est pour le magistrat du siège. Alors que les magistrats du ministère public, ils sont interchangeables. On peut remplacer. Si quelqu'un est absent,
il peut être remplacé par un autre membre. Par exemple, donc, au niveau du tribunal de première instance, si donc le substitut du procureur du roi, donc qui est chargé d'un procès, n'est pas présent pendant une audience ou bien à l'occasion d'une procédure déterminée, eh bien, son collègue au même donc tribunal, c'est-à-dire un autre magistrat du ministère public peut le remplacer et peut aussi faire que son collègue absent avait le droit de faire. D'accord? Donc, ils peuvent se remplacer à tout moment, y compris au cours du déroulement d'une instance. Donc, pourquoi? Parce que tout se fait. Tous les actes donc prises décidés par le ministère public ou bien le membre du ministère public, par chaque membre du ministère public, il se fait au nom du parquet et non pas au nom de ce membre-là. D'accord? Le magistrat du siège agit donc et prend des actes en son nom, mais le magistrat du ministère public, il prend des actes au nom du ministère public. Donc, comme représentant de ce corps-là, qui est le ministère public, pas en son nom propre. D'accord? Alors, imaginez un acte accompli par un membre du parquet. Eh bien, cet acte, par exemple, l'acte comment dirais-je, ou bien qu'est-ce que j'en sais, moi, par exemple, solliciter et requérir une instruction, d'accord? C'est-à-dire solliciter le juge d'instruction. Eh bien, cet acte accompli par un membre du ministère public, il engage tout le ministère public. Il engage tout le corps du ministère public représenté au sein de ce tribunal. D'accord? Donc, il est le ministère public dans son entier et, par exemple, toutes les poursuites engagées par, à titre d'exemple aussi, toutes les poursuites engagées par un substitut, ils sont valables. Et il engage aussi le procureur du roi et tout le ministère public, quoique, même si donc, cet acte, il est pris contre la volonté du supérieur. C'est-à-dire, quoique cet acte n'allait pas donc en accord avec ce que voulait, bien sûr, le procureur ou bien le supérieur de ce membre du ministère public. Voilà ce qu'on peut dire de cette qualité d'indivisibilité. On a aussi la qualité de l'indépendance. Ça veut dire que le ministère public est indépendant vis-à-vis, premièrement, de la cour, c'est-à-dire du tribunal siégeant, la cour statuant au fond, et aussi vis-à-vis du juge d'instruction. Donc, elle est comme ça, je crois que nous les avons vus tout à l'heure en première séance. D'accord? Ou bien en deuxième séance. Et donc, cette indépendance, première séance, le principe de la séparation des pouvoirs juridiques, d'accord? Juridictionnels. Donc, indépendance, il s'agit d'une indépendance du ministère public vis-à-vis, premièrement, de la Cour, le tribunal siégeant, aussi vis-à-vis du juge d'instruction, mais aussi vis-à-vis de la partie lésée. Et là, je dois m'arrêter un petit peu, d'accord? Pourquoi je dis que le ministère public est indépendant vis-à-vis de la partie lésée, c'est-à-dire de la victime? Parce que, tout simplement, si cette victime, ou bien si une victime d'infraction porte plainte, d'accord? Alors, cette plainte n'engage pas le ministère public. Cela veut dire que le ministère public n'est pas obligé automatiquement, autant qu'on a une plainte, qu'elle ait reçu une plainte, d'accord?
elle n'est pas donc obligée de mettre en mouvement l'action publique. Et ça, on va le voir après. Ça relève d'un principe duquel jouit donc le ministère public, à savoir le principe de l'opportunité de la poursuite. مبدأ يعني الملائمة. مبدأ الملائمة. Donc, le ministère public, elle est aussi donc indépendante vis-à-vis de la partie lésée, donc sauf, c'est-à-dire qu'elle n'est pas donc obligée dès qu'elle a reçu une plainte de mettre en mouvement l'action, sauf si le cas, si la loi elle-même dispose ainsi. Je vous donne l'exemple par exemple, de l'adultère, c'est-à-dire lorsqu'une infraction d'adultère est commise, alors le conjoint, zawj, il peut porter plainte devant le ministère public et cette plainte, elle engage, elle lie le ministère public, c'est-à-dire le ministère public, elle est obligée de mettre en mouvement l'action publique du moment qu'elle a reçu une plainte. Si, par exemple, ce conjoint, c'est-à-dire l'époux, retire sa plainte, eh bien, le ministère public ne peut pas donc aller au-delà, ou bien ne peut pas exercer exercer l'action publique. Pourquoi? Parce que ici, comme exception, c'est pas beaucoup dans le droit pénal, mais il y a des exceptions limitées en droit pénal marocain, et donc qui oblige le ministère public à poursuivre. Sinon, la règle, c'est que le ministère public, elle est indépendante vis-à-vis de la partie. Et sa plainte ne l'engage pas, donc dans la plupart des cas. Donc, aussi, on peut dire que le ministère public est indépendant actuellement vis-à-vis de quoi? Du gouvernement. Avant 2017, c'est-à-dire la date de la promulgation de la loi 1733, on avait donc le ministère public mise donc sous la direction du ministère de la Justice. Et ce ministre de la Justice, il représente le gouvernement. Donc, le ministère public, elle était dirigée par et donc présidée par le ministre de la Justice. Actuellement, et avec cette loi, le ministère public, elle est indépendante du gouvernement. Elle ne peut recevoir ni instruction ni autre chose. D'accord? Elle agit en ce qui concerne donc l'action publique et les autres prérogatives et pouvoirs dont elle dispose, selon bien sûr ce qui est déterminé par la loi. Et le gouvernement ne peut pas obliger le ministère public ou bien ne peut pas donc lui adresser des instructions. Ça, c'est le caractère de l'indépendance. On a aussi le caractère hiérarchisé du ministère public. D'accord? Alors, cela veut dire que, tout à l'heure, je vous ai dit que le ministère public représente, ou bien cette institution, ce corps de ministère public ressemble à une pyramide. Une unité plus haute, donc, qui préside ce corps-là, qui est le procureur du roi, et on descend. Au niveau, si on arrive au niveau de la cour d'appel, on trouve le procureur général du roi, qui est le chef du ministère public régional. Et en bas, on trouve le procureur du roi et aussi, donc, ses substituts. Donc, selon cette représentation, si vous voulez, le ministère public a caractère comment dirais-je, subordonné. On a supérieur et des subordonnés. Et le subordonné peut recevoir des instructions de la part de son supérieur.
Je peux vous expliquer ça. On peut imaginer que le procureur général du roi peut ordonner, par écrit bien sûr, au procureur du roi, près la cour d'appel, ou à de ses substituts pour bien sûr l'action publique, donc un du ministère public agit sur instruction pour les membres, bien sûr, et ces instructions sont bien sûr écrites. D'accord? Ah oui. Alors, excusez-moi, je crois que la session est terminée, malheureusement. Donc, le temps est épuisé. On ne peut pas continuer parce que j'ai donc l'heure déterminée pour finir cette session, c'est 23. Non, c'est pas ça. Quelle heure est-il? 22h27, n'est-ce pas? Oui, 22h. Monsieur, 22h30. Il me reste 30 minutes, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Il me reste 30 minutes. Oui, comment? Quoi? Monsieur, ça coupe. Ah, ça on n'a pas pu m'entendre. Entendre la partie de l'hiérarchisation du ministère public. Le caractère hiérarchisé. Le caractère hiérarchisé du ministère public. Mais moi, j'ai reçu un message concernant la session. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer. Monsieur, maintenant, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? On peut le répéter. Très bien. Donc, vous n'avez pas entendu l'explication du caractère hiérarchisé du ministère public, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Très bien, je vais le répéter, Inch'Allah. Alors, j'ai dit que selon ce caractère hiérarchisé, et je vous ai expliqué tout à l'heure que le ministère public ressemble à une pyramide. D'accord? Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? S'il vous plaît, monsieur. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est Hakim? Oui, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous faire la différence entre la fonction du procureur du roi auprès de la cour d'appel et celle du procureur du roi auprès du TPI? Parce que c'est là où je ne comprends pas bien la différence entre les fonctions des deux procureurs. Très bien. D'accord, on va le voir parce que on va y arriver. On a une partie réservée à ce point. Alors, juste après l'étude des caractères, on va passer aux fonctions du ministère public et on va expliquer. D'accord? Je vais le noter, cette question, et on va y répondre lorsqu'on est à ce point-là. Donc, distinguer entre fonction et pouvoir du procureur général du roi et procureur du roi. D'accord? C'est ça votre question, c'est Hakiba. Distinguer entre fonction et pouvoir du procureur général du roi, près la cour d'appel et procureur du roi, près le tribunal de première instance. C'est ça, oui. N'est-ce pas? Oui, monsieur, oui. On va y répondre, on arrivera à la partie réservée aux fonctions du ministère public. Alors, je rappelle l'explication du caractère hiérarchisé
du ministère public. Alors, je vous ai dit alors que le ministère public, on l'a assimilé à une pyramide, d'accord? On a donc au point sublime, c'est-à-dire en haut, on trouve le président de ce corps qui est le procureur de la Cour de cassation. Et en descendant, on trouve au milieu le procureur général du roi près la cour d'appel. Et en bas, on trouve le procureur du roi près le tribunal de première instance, TPI. D'accord? Donc, selon ce caractère hiérarchisé, les membres qui se trouvent en bas, ils agissent sur instruction de leur supérieur. Donc, le ministère public, ce corps-là, il est constitué de supérieurs et aussi de subordonnés. Donc, les supérieurs, comment on peut le dire en arabe, donc, et on a aussi les subordonnés, d'accord? Donc, le subordonné, il reçoit des instructions, c'est-à-dire il agit sur instruction de supérieur, d'accord? Donc, agir sur instruction pour les membres de ce ministère public, bien sûr, instructions écrites, donc, et ces instructions, ils proviennent de qui? De la part de qui? Ils proviennent, bien sûr, de la part de leur chef, c'est-à-dire de leur supérieur, d'accord? Donc, le ministère public, on a dit que, toujours, en expliquant de ce caractère, il est présidé par le procureur général du roi. Et ce procureur, il adresse on a vu tout à l'heure qu'il a le pouvoir de conduire l'exécution de la politique criminelle. Donc, comment il va procéder à cette exécution de la politique criminelle? Eh bien, il va y procéder, bien sûr, à travers les directives, d'accord, et les circulaires qu'il envoie aux procureurs généraux du roi après la cour d'appel, et ceux-ci, donc, ils veillent à l'exécution de ces directives provenant de leur supérieur, c'est-à-dire du président du ministère public et donc le procureur général du roi, au niveau local, c'est-à-dire au niveau du territoire du tribunal de première instance. C'est-à-dire on a un rapport entre supérieur et subordonné. Le subordonné reçoit des directives, des instructions, des ordres de la part de son supérieur. Par exemple, imaginez au niveau régional, on trouve que le procureur général doit adresser une directive à le tribunal de première instance et aussi à ses substituts. D'accord? Et donc, voilà ce qu'on appelle le caractère hiérarchisé. Ce qu'on ne trouve pas en ce qui concerne le juge du fond, c'est-à-dire le magistrat siégeant. Le magistrat siégeant, il est indépendant, celui qui participe au jugement, qui siège dans la cour, dans le tribunal. Celui-ci, il est indépendant. Il ne peut pas recevoir des instructions. Mais le magistrat du ministère public, il reçoit des instructions de la part de son supérieur, de son chef. Pourquoi? Parce que il ne représente pas sa personne, d'accord? Mais il représente le corps du ministère public tout entier, d'accord? Donc, c'est de cela ces actions, ils sont justifiées. Et aussi, d'un autre côté, en plus de ça, le membre du ministère public, il défend l'intérêt public, d'accord? Il met en pratique donc la fonction du ministère public
défendeurs de l'intérêt public. Donc, c'est ça ce qu'on peut dire du caractère hiérarchisé. D'accord? Alors, donc, si on descend du haut en bas, on va trouver donc, la logique des instructions. C'est-à-dire que le supérieur adresse des instructions à son subordonné qu'il doit exécuter. D'accord? Quoique il a la possibilité d'exprimer son opinion, mais de façon orale, pas écrite. S'il reçoit une instruction écrite, eh bien, il doit exécuter, quoi qu'il n'en est pas d'accord. D'accord? Il n'est pas d'accord vis-à-vis ou bien avec cette instruction, ou bien cet ordre, présenté à lui par son supérieur. Donc les magistrats, et si l'on monte du bas en haut, on va trouver que les magistrats du parquet, c'est-à-dire du ministère public, ils doivent informer. Ils ont ce devoir, ils ont donc obligation. Est-ce que vous m'entendez, ça marche? C'est bon? Vous m'entendez? Un signe, s'il vous plaît. Dites quelque chose. Oui, monsieur, on t'attend. Oui, très bien. Très bien, très bien. Donc, j'avais dit à l'heure leur supérieur à leur connaissance tout ce qui se rapporte au crime qu'ils ont connu, d'accord, et qui sont aussi portés à leur connaissance, selon les dispositions de l'article 39 du Code de procédure pénale. Alors, voilà ce qu'on peut dire du caractère hiérarchisé du ministère public. On passe maintenant à un autre caractère, c'est l'irrécusabilité. L'irrécusabilité, cela veut dire que les membres du ministère public sont irrécusables. Qu'est-ce que ça veut dire récuser en arabe? Est-ce que la traduction de raison en arabe? تجريح. Oui, très bien. Donc, si le juge, le magistrat siégeant est récusable, eh bien, le ministère public et les membres du ministère public sont irrécusables. On ne peut pas récuser, c'est-à-dire on ne peut pas demander à une juridiction spécialisée dans la question qui a la compétence de cette soulevée devant, on ne peut pas demander à ce qu'un membre du ministère public soit écarté par la victime, par exemple, de l'infraction, ou bien par l'accusé ou l'inculpé. On ne peut pas écarter le membre du ministère public, quelles que soient les raisons, d'accord, qui peuvent donc
Je crois qu'on doit engager une poursuite contre Etisalat al-Maghrib pour réparation de ce dommage, d'accord, causé pourquoi? À cause de ce problème donc continu de connexion. Donc, ça ne constituera bien sûr pas une action publique ni action civile. Peut-être oui, une action civile pour réparation de dommages. Mais bien sûr, mais auprès de quelle juridiction? Juridiction civile ou juridiction administrative, qada al-idari, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Donc, c'est à vous de répondre. Alors, c'est bon, ça marche maintenant? Oui. Ça marche? Vous posez cette question à M. Slassi, d'accord? Dites-lui à ce que... Donc, la question, si on veut porter plainte ou bien donc engager une action en réparation de dommages contre cette coupure, interminée, si vous voulez, continue de coupure de Wi-Fi, de réseau, concernant ou bien contre Etisalat al-Maghrib. Alors, on va donc engager cette poursuite. C'est à vous donc de discuter, de traiter cette question avec M. Slassi et j'attends la réponse pendant la séance de prochaine. D'accord? Alors, je passe à l'explication du caractère de l'irrécusabilité. Alors, dans un procès, comme vous savez, on ne récuse pas oh mon Dieu, ça ne veut pas. Donc, on ne récuse pas un adversaire, d'accord? L'adversaire n'est pas récusable dans un procès. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du procès. On affronte, d'accord? On cherche à le condamner. On cherche à s'affronter et à le confronter dans ce procès-là. Mais donc le juge, il est récusable. Pourquoi? Parce qu'il doit être neutre. Il est impartial. Il est censé impartial. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partir. C'est lui qui va juger ce procès. Mais le ministère public, du moment qu'elle est une partie principale dans le procès pénal, eh bien, c'est à cause de cela et du moment qu'elle constitue ou bien qu'elle est considérée comme adversaire de la personne poursuivie, dans ce cas-là, la loi a déclaré son irrécusabilité, d'accord? On dit qu'on ne peut pas la récuser, c'est-à-dire l'écarter, quels que soient les motifs qui peuvent être soulevés dans ce cadre-là. Donc, le ministère public n'est pas neutre, comme les magistrats du siège, et du moment qu'elle est adversaire à la partie la partie poursuivie, dans ce cas-là, on ne peut pas la récuser. Mais cette qualité, actuellement, elle pose plusieurs questions, d'accord? Elle pose problème. Oui, elle est adversaire. Mais l'adversaire, est-ce qu'il peut prendre des mesures coercitives concernant vis-à-vis de son adversaire? Normalement, en principe, non. Celui qui doit prendre ces mesures limitant la liberté et portant atteinte à la liberté, eh bien, c'est le juge, parce qu'il est censé être neutre. Mais le ministère public,
voit que là-bas, maintenant, lui a ce pouvoir d'opportunité de poursuite. Et elle a, ce ministère public a donc des pouvoirs pour mettre donc des personnes en état de détention. Elle a aussi des possibilités, des pouvoirs pour donc faire pour entrer et accéder donc, au domicile afin de faire donc des recherches. Et dans ce cas-là, tous ces prérogatives, il diminue, il réduit ce caractère adversaire d'un adversaire dans le cadre du procès. Et de ce fait-là, on peut dire qu'elle n'est pas, donc, qu'elle doit être neutre, surtout en ce qui concerne la mise en état de détention. C'est-à-dire, ensuite, imaginez le cas, donc deux personnes qui sont poursuivies pour un même acte. Le ministère public, elle peut poursuivre la première personne en état donc de liberté, c'est-à-dire mais elle peut aussi donc le poursuivre en état, elle peut poursuivre l'autre personne en état de détention. Et personne ne peut la juger et aussi donc lui demander explication concernant cette attitude prise vis-à-vis de ces, différemment bien sûr, vis-à-vis de ces deux personnes. Et donc, quoique il s'agit du même acte commis. Et donc, on peut dire dans ce cadre-là que le ministère public jouit d'un pouvoir d'appréciation, de poursuite et aussi de prérogatives concernant bien sûr les mesures prises en période d'enquête préliminaire et après qui réduisent ce caractère d'adversaire et de partie du procès. De ce fait, on peut dire que puisque le ministère public, elle a ce pouvoir large, donc de pouvoir discrétionnaire concernant la poursuite, eh bien, donc, elle doit être neutre. Et on peut risquer, en appliquant ce pouvoir, donc de façon, selon bien sûr le gré, selon la volonté du membre du ministère public, en appliquant donc ce pouvoir, on peut risquer ce qu'on appelle l'excès et l'arbitraire du juge du ministère public. De tout cela, il y a des chercheurs, une partie aussi par conséquent de la doctrine, qui appelle actuellement à la récusation du ministère public comme le juge. Pourquoi? Parce que elle constitue elle aussi un juge sur au moins en ce qui concerne donc la décision à prendre vis-à-vis de l'action publique, soit poursuivre, soit comment dirais-je, classer sans suite l'affaire, d'accord? Donc, soit poursuivre en état de détention, soit poursuivre en état de liberté. Donc, voilà ce point-là. Mais le législateur marocain, il adopte bien sûr ce caractère d'irrécusabilité du membre du ministère public, l'article 273 du Code de procédure pénale. Il nous reste aussi, donc, voilà, donc on a tout traité en ce qui concerne les caractères. On a traité donc l'indépendance, l'indivisibilité, l'unité, le caractère hiérarchisé du ministère public et aussi
l'irrécusabilité du ministère public. D'accord? On passe maintenant à l'étude des fonctions du ministère public. D'accord? Donc, le ministère public, elle assume et assure des fonctions très importantes concernant le procès pénal. Selon les dispositions du Code de procédure pénale et surtout l'article, je crois, l'article 37 du Code de procédure pénale, on va trouver que, en lisant cet article-là, que le ministère public jouit de plusieurs prérogatives concernant le procès pénal et aussi elle a des fonctions à jouer à faire concernant ce procès pénal. Donc, selon les articles 37 du Code de procédure pénale, 40 et 49 du Code de procédure pénale, le ministère public assure plusieurs fonctions. Premièrement, elle met en mouvement l'action publique et l'exerce. D'accord? Voilà la première fonction. D'accord? Oui, on a oublié. Merci beaucoup, Monsieur Ja'farou, de m'avoir rappelé cette qualité d'irresponsabilité. D'accord? Donc, le ministère public, selon ce caractère, le ministère public, elle est aussi irresponsable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un membre du ministère public engage une poursuite à tort, c'est-à-dire s'il poursuit une personne, mais après la cour de fond l'acquitte, donc il prononce sa non-culpabilité, son acquittement. Dans ce cas-là, on ne peut pas poursuivre le ministère public pour dommages et intérêts, c'est-à-dire on ne peut pas engager une action contre le ministère public, soit une action publique ou bien une action civile pour demander réparation du dommage causé à cette personne suite à cette poursuite. Donc, la responsabilité du ministère public n'est pas engagée si le membre du ministère public engage des poursuites à tort. C'est pas à raison, d'accord? C'est-à-dire que si ce membre du ministère public, il poursuit une personne et cette personne, elle est acquittée après par la juridiction de fond, eh bien, dans ce cas-là, on ne peut pas engager et soulever la responsabilité du ministère public. Donc, le ministère public ne répond pas du dommage causé à la partie poursuivie, donc dans ce cadre-là, d'accord? Donc, on ne peut pas engager sa responsabilité dans ce cadre-là. Mais il y a les membres du ministère public, ils assument leur responsabilité en dehors de ce cadre-là. C'est-à-dire que si en exercice de leurs fonctions, ils commettent des infractions. Donc, dans ce cas, par exemple, l'exemple le plus pertinent et qui a qui soulève beaucoup de questions et qui est sujet de débat, surtout actuellement et récemment, c'est ce qu'on appelle at-ta'dib en arabe. Rappelez-moi le terme en français, s'il vous plaît. At-ta'dib. La torture, monsieur. Oui, la torture. Merci beaucoup. Merci. Donc, si on soulève, ou bien si un membre du ministère public commet une torture, eh bien, il va répondre de cet acte-là et sa responsabilité pénale doit être engagée. Ce dont on parle en ce qui concerne l'irresponsabilité, eh bien, c'est le cas où le membre du ministère public
engage une poursuite à tort. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas donc soulever sa responsabilité, soit pénale ou même civile, pour demander réparation du dommage causé à la partie poursuivie. D'accord? Ça, contrairement, bien sûr, à la poursuite engagée par la partie lésée. On va le voir tout à l'heure. Pour la victime, si elle met en mouvement l'action publique, eh bien, dans ce cas-là, elle se constitue comme partie civile pour demander donc dommage intérêt à la partie poursuivie. Dans ce cas-là, si cette action échoue, s'il n'arrive pas à la condamnation, donc c'est à la fin du procès, le tribunal et la cour prononcent l'innocence donc de la partie poursuivie. Dans ce cas-là, cette partie peut revenir sur la partie lésée qui a donc engagé cette poursuite, ce qui n'est pas le cas pour le ministère public. D'accord? Alors, voilà ce qu'on peut dire de l'irresponsabilité des membres du ministère public. Merci, Monsieur Jafar. Je reviens aux fonctions du ministère public. Alors, le ministère public, j'avais dit que elle met en mouvement l'action publique et donc elle l'exerce. Elle aussi, elle a la fonction d'exécuter les jugements et arrêts. Donc, lorsque un jugement et un arrêt est rendu par la cour, donc le tribunal de fond, donc par la cour, dans ce cas-là, celui qui va exécuter, qui va procéder à l'exécution de surtout en ce qui concerne la condamnation, donc le jugement ou l'arrêt de condamnation, celui qui va veiller à l'exécution et qui s'occupe de l'exécution de ce donc jugement ou bien de cet arrêt, c'est quoi? C'est le ministère public. Donc, elle assure l'exécution du jugement et des arrêts. Elle a aussi une troisième fonction, à savoir, donc, elle dirige la direction des travaux de la police judiciaire. Vous savez que la police judiciaire est soumise sous l'autorité et donc le contrôle du ministère public, que ce soit au niveau donc local, donc dans le ressort du tribunal de première instance, ou bien dans le ressort de la cour d'appel. Donc, ce qui dirige le travail des officiers de police judiciaire et de cette institution, disons, de ce corps, si vous voulez, de police judiciaire, eh bien, c'est le ministère public. Ils sont mis sous la direction et sous le contrôle, bien sûr, du ministère public. Voilà. Donc, voilà les fonctions. En plus de ça, le ministère public, elle a une fonction qu'elle assure, donc, concernant l'application de la loi. C'est celui qui défend la loi et qui demande l'application et qui veille à l'application de la loi, eh bien, c'est le ministère public. Donc, voilà les fonctions du ministère public. Je reviens à la question posée par votre collègue, c'est Hakim. Alors, comment distinguer les fonctions et pouvoirs du procureur général du roi et procureur du roi? Donc, je dirais premièrement que le procureur général du roi et le procureur du roi, ainsi que leurs substituts, c'est-à-dire les substituts du procureur général du roi et du procureur des rois, donc ils ont les mêmes fonctions, d'accord? Sauf que le procureur général du roi est le président et le chef du ministère public au niveau et dans le ressort de tout donc le territoire, disons, qui appartient donc
au ressort de la cour d'appel, d'accord? Et le président, donc le procureur du roi, il a les mêmes donc fonctions. Il peut mettre en mouvement et exercer l'action publique. Il assure et coordonne donc le travail de la police judiciaire. Il requiert, bien sûr, il veille à l'exécution, il dirige le travail de la police judiciaire, il exécute les décisions données par les juridictions de fond, les tribunaux, à savoir donc les décisions ou bien les jugements prononcés par le tribunal de première instance et ainsi de suite. Donc, le procureur général du roi, il peut adresser, il est le chef du ministère public au niveau régional, mais il exerce les mêmes fonctions que le procureur du roi. Ce qui le distingue, c'est le fait qu'il est son supérieur, c'est-à-dire le procureur général du roi, il est supérieur du procureur du roi. Et ce procureur général du roi, il a donc sous sa direction tous les procureurs du roi relevant des tribunaux de première instance qui font partie du ressort de la cour d'appel. Par exemple, imaginez la cour d'appel à Oujda. Il y a plusieurs tribunaux de première instance qui font partie du ressort territoire de cette cour d'appel. On a la cour d'appel de Jrada, je ne sais pas, de Gersif et d'autres, donc de Bouarfa et ainsi de suite. Donc les procureurs du roi sont mis sous la direction, d'accord, et le contrôle, bien sûr, du procureur général du roi près la cour d'appel d'Oujda. Mais les deux, ils exercent, premièrement, donc le procureur général du roi, il est le président, ou bien, si vous voulez, il dirige le travail de la police judiciaire au niveau régional, c'est-à-dire il a la responsabilité, ou bien la présidence de la police judiciaire au niveau régional, c'est-à-dire il peut même donner des ordres à un officier de police judiciaire faisant donc partie d'un tribunal de première instance donné, d'accord? Donc, et aussi il est le chef des procureurs du roi relevant de chaque tribunal de première instance, d'accord? Donc, le procureur général du roi, en sa qualité de président et de chef de police judiciaire, il assume donc la présidence, le contrôle, la direction, premièrement du ministère public en général, qui fait partie de tout donc ce ressort du tribunal d'appel, et aussi il dirige et il assure la direction de toute la police judiciaire relevant de tout le territoire et le ressort territoire de ce tribunal, de cette cour d'appel. Mais en sa personne, lui aussi, il peut mettre en mouvement et exercer l'action publique. Il peut il veille et il exécute les décisions, d'accord? C'est lui, il exécute les décisions des juridictions pénales sur exactement les juridictions prononcées par la chambre criminelle relevant près la cour d'appel et aussi la chambre criminelle d'appel concernant les procès portant sur des crimes. Aussi, il assure la direction de la police judiciaire et aussi il veille à l'application de la loi.
le procureur du roi, il assume les mêmes prérogatives, les mêmes donc fonctions, mais au niveau du ressort du tribunal de première instance qu'il représente. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne donc la distinction entre les fonctions et les pouvoirs du procureur général du roi, donc et du procureur du roi. Ce qu'il faut retenir, c'est que le procureur général du roi, il est le président, il est le chef, disons, du ministère public au niveau régional, c'est-à-dire au niveau du ressort du tribunal de la cour d'appel. Et donc, le procureur du roi, il est subordonné, mais aussi il assure donc la direction donc du ministère public et la coordination du travail du ministère public au niveau du tribunal de première instance. Voilà, c'est bon. Donc voilà, voici les fonctions donc importantes et essentielles qu'assure le ministère public. On passe maintenant à l'autre partie qui qui fait partie bien sûr de ces sujets actifs dans l'action publique, à savoir les fonctionnaires autorisés de mettre l'action publique en mouvement. Alors, selon l'article 3, toujours, du Code de procédure pénale, l'alinéa 2 dispose que l'action publique est mise en mouvement et exercée par les magistrats du ministère public. Vous voyez que le ministère public, elle met en mouvement et elle exerce. On va voir et on va expliquer plus tard qu'est-ce qu'on entend par l'exercice de l'action publique. Cette alinéa continue de dire elle peut aussi être mise en mouvement par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Donc, des fois, dans des textes et des lois donc spéciales, des lois autres que le Code de procédure pénale, on trouve que le législateur a confié à des fonctionnaires relevant de certaines administrations donc le pouvoir de mettre en mouvement seulement, uniquement, mettre en mouvement l'action publique. Donc, ces fonctionnaires, ils ont donc le pouvoir de mettre en mouvement seulement l'action publique dans le cadre des infractions liées à leur donc domaine, c'est-à-dire le domaine que représente ce fonctionnaire faisant partie de cette administration. Je vous donne à titre d'exemple des fonctionnaires qui assurent la fonction de police, d'officier de police, la fonction de police judiciaire en ce qui concerne l'établissement, l'administration des douanes et des eaux et forêts, d'accord, de la pêche maritime, d'accord. Donc ces fonctionnaires relevant de ces établissements, ils ont la loi leur a autorisé donc cette possibilité et ce pouvoir de mettre en mouvement l'action publique. Donc, ils se contentent seulement de mettre en mouvement cette action. Mais celui qui poursuit cette action devant les juridictions ou bien devant le juge d'instruction, eh bien, c'est le ministère public. C'est ce qu'on appelle l'exercice de l'action publique. Donc, ils n'ont que le pouvoir de mettre en mouvement ces fonctionnaires, comme donc les agents de la douane, de l'établissement de la douane, et donc et aussi les agents des eaux et forêts. Donc, ces fonctionnaires, ils ont le pouvoir de mettre en mouvement l'action publique en ce qui concerne
les infractions liées au domaine qu'il représente. D'accord? Par exemple, pour l'agent de la douane, donc il a la possibilité de mettre en mouvement l'action publique concernant les infractions douanières. D'accord? Et la même chose en ce qui concerne les membres, les agents des eaux et forêts, ils ont ce pouvoir de mettre en mouvement, seulement mettre en mouvement, c'est-à-dire engager l'action publique concernant ce domaine des eaux et forêts, c'est-à-dire les infractions forestières. Voilà, donc ça, l'article 3 du Code de procédure pénale dispose ça. Alors, on a aussi une autre partie qui constitue un sujet donc actif, un demandeur de l'action publique, c'est la partie lésée. Qu'est-ce qu'on entend par la partie lésée? Eh bien, c'est la partie qui est donc victime donc de l'infraction. Alors, le législateur, la loi, a donné à cette partie lésée, c'est-à-dire à la victime d'une infraction, la possibilité de mettre en mouvement donc l'action publique. Comment? On va le savoir tout à l'heure. Donc, en plus du droit à réparation du dommage privé lui étant causé par l'auteur de l'infraction, par le moyen de l'action publique. Donc, dans ce cadre-là, la partie lésée, elle agit donc en réparation du dommage. Elle vise à la réparation du dommage lui étant causé par l'auteur de l'infraction. Et donc, en agissant de cette façon, c'est-à-dire en se constituant comme partie civile, cette action va mettre en mouvement l'action publique. C'est-à-dire qu'à travers cette action, c'est-à-dire la constitution, la plainte, suivie d'une constitution, d'une déclaration de se constituer partie civile par la partie lésée, va mettre en mouvement l'action publique. Donc, la loi autorise la victime, bien sûr, et dans des conditions déterminées, bien sûr, par la loi, de mettre en mouvement l'action publique. Donc, c'est ce que dispose l'article 3 du Code de procédure pénale. Alinéa 3. Elle peut être mise, c'est-à-dire elle, c'est l'action publique, elle peut être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code. Donc, la loi autorise la victime, bien sûr, de mettre en mouvement l'action publique. D'accord? Donc, ici, la fonction de cette partie lésée, c'est se limite seulement à la mise en mouvement, comme c'est le cas des fonctionnaires autorisés de mettre en mouvement l'action publique, par la loi, bien sûr. Et donc, elle ne peut pas l'exercer. Et je tiens donc à rappeler que cette intervention de la partie lésée dans la mise en mouvement de l'action publique constitue des vestiges, l'anqad, le reste, le baqaya, de l'ancien régime de poursuite relevant de la procédure, comment on l'appelle, la procédure accusatoire, lorsque la victime jouait un rôle très important dans la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique. On a vu que dans les législations, surtout latin, surtout le Code de procédure pénale, le législateur français et aussi ceux qui sont influencés par ce législateur, on a opté depuis
depuis assez longtemps, bien sûr, depuis, par exemple en France, depuis 1789, d'accord? Donc, et aussi dans le code d'instruction criminelle de 1808. Donc, on a opté pour une procédure inquisitoire ou bien mixte, disons, qui combine des caractères du procès accusatoire et du procès inquisitoire. Mais en général, dans la procédure inquisitoire, celui qui met en mouvement l'action publique, eh bien, c'est le ministère public, comme représentant, ou bien en sa qualité de représentant de la société. Mais il y a des exceptions et il y a un rôle accordé à la partie lésée qui remonte bien sûr à l'époque de la procédure accusatoire, à savoir son droit et sa fonction de mettre en mouvement l'action publique. Mais comment elle le met? Comment elle met en mouvement cette action publique? Eh bien, elle le met à travers une plainte présentée, une plainte présentée soit devant le juge d'instruction avec constitution de partie civile, ce qu'on appelle en arabe shikaya al-mubashira, يعني شكاية مصحوبة بالمطالبة بالحق المدني, ou bien soit à travers ce qu'on appelle une citation directe devant le tribunal de fond, c'est-à-dire devant la cour siégeant. Et devant, bien sûr, cette cour siégeante. Et donc, voilà les modalités de mettre en mouvement l'action publique par la partie lésée. Donc, je rappelle aussi que le ministère public, la partie lésée se contente seulement de mettre en mouvement l'action publique. Elle ne peut pas l'exercer. Il faut aussi préciser que parmi les conséquences, ou bien parmi les caractéristiques de cette mise en mouvement de l'action publique par le ministère public, je commence à me fatiguer, par la partie lésée, par la victime. Donc, on a le fait que le fait de lancer et de mettre en mouvement l'action publique par cette partie lésée, une fois que cette partie peut ou bien veut se désister ou bien renoncer à son action, à sa cause, c'est-à-dire sa cause principale, c'est l'action civile, d'accord? Si cette partie lésée exprime son désistement ou bien sa volonté de se retirer et de renoncer à cette action civile qui a indirectement déclenché l'action publique, eh bien, dans ce cas-là, ce désistement de cette partie civile qui est la victime n'a aucun effet, bien sûr, sur l'action publique. Elle peut se désister, elle peut procéder à et accepter une transaction concernant son action civile, mais du moment que l'action publique est engagée par ce moyen-là, c'est-à-dire à travers et de façon indirecte par l'action civile engagée par la victime, dans ce cas-là, tout désistement, toute renonciation de cette partie sur l'action civile n'aura aucun effet sur l'action publique qui reste engagée, mise en mouvement, mais celui qui va la poursuivre et l'exercer, eh bien, c'est le ministère public. Je m'arrête là. Je suis fatigué, donc je ne peux pas continuer. Mais quand même, on a vu ce qui caractérise et l'essentiel de
de ce qu'il faut savoir concernant les parties donc, et les sujets actifs de l'action publique. On a 3 sujets actifs, à savoir principalement, on a le ministère public, celle qui met en mouvement et qui exerce donc l'action publique. On a aussi des fonctionnaires relevant de certaines administrations auxquelles la loi a confié ce pouvoir de mettre en mouvement l'action publique. À titre d'exemple, donc, des fonctionnaires relevant de la direction de douane, des eaux et forêts, et ainsi de suite. Et on a finalement la partie lésée qui peut mettre en mouvement l'action publique à travers la mise en mouvement de l'action civile, mais en se constituant, en se déclarant donc comme partie civile, c'est-à-dire une plainte accompagnée donc d'une constitution comme partie civile. Cela va déclencher automatiquement l'action publique par conséquence de cette donc plainte présentée avec constitution de partie civile, ou bien directement par le moyen d'une citation directe devant le tribunal et la cour de fond. D'accord? Donc voilà, on s'arrête là. Et Inch'Allah, la prochaine séance, on va étudier l'exercice de l'action publique et on commencera, si on aura le temps, suffisamment de temps, l'étude de l'extinction de l'action publique. Faites attention, ne négligez pas cette partie. Elle constitue une partie importante, indispensable en ce qui concerne ce cours-là. L'examen peut porter sur cette partie-là, et donc sûrement, vous aurez des questions liées à cette partie. Donc, essayez de comprendre, pas d'apprendre. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. J'y répondrai ultérieurement, Inch'Allah. Et donc, voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, écrivez-les. Je ne peux pas vous répondre maintenant parce que je suis fatigué. J'arrive pas à continuer. Mais je vous promets d'y répondre, Inch'Allah, après. Bonne fin de soirée, bon suhour et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.